Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17 et c'est Joël Barre, le directeur général pour l'armement, qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors il y a quelques jours, la ministre française des Armées, Florence Parly, qui d'ailleurs était à votre place, et son homologue allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, ont demandé à ce qu'il y ait un accord entre industriels sur l'avion de combat du futur d'ici fin avril. Alors on est le 3 mai. Joël Barre, on en est où sur cet avion de futur, sur cet avion de combat du futur ? Nous avons quelques jours de retard. Ah. C'est vrai, mais je pense que ce ne sera que quelques jours. J'ai bon espoir que dans les jours qui viennent, nous arrivions à conclure cet accord qui effectivement nous a été demandé par les deux gouvernements de nos deux pays. Je pense qu'effectivement nous sommes sur la bonne voie. Vous imaginez sans peine que c'est quand même un programme complexe qui représente un enjeu très significatif. D'ailleurs, nous ne sommes pas que deux sur ce programme. Nous sommes aussi avec nos partenaires espagnols. Espagnols, bien sûr. D'ailleurs, il y a un accord, notamment sur les moteurs, qui a été conclu avec nos amis espagnols. Qui est intervenu la semaine dernière. Donc, vous voyez que nous avançons, nous avons avancé. Donc, il nous reste effectivement encore quelques jours, c'est-à-dire concrètement cette semaine, pour essayer de boucler cet accord de manière définitive. Mais j'ai bon espoir que nous y arrivions. Bon, rassurez-moi, il y aura quand même un accord. Il y a déjà un accord entre Dassault et Airbus ? Il y a un accord industriel entre Dassault et Airbus qui a été convenu le 1er avril. Donc, c'est pas si vieux que ça non plus. Il y a un mois. Donc maintenant, il faut passer à l'accord étatique entre nos trois pays coopérants, en particulier sur un certain nombre de clauses qui méritent quelques discussions complémentaires, ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que on aura deux avions de combat européens comme on a eu le Rafale et l'Eurofighter ? Est-ce qu'on peut encore rêver d'un accord avec les Britanniques, par exemple ? Écoutez, en ce qui nous concerne, nous poursuivons avec les Britanniques un programme, je dirais, à minima de coopération technologique pour préparer les technologies du futur de l'aviation de combat. Nous le faisons depuis déjà un certain nombre d'années. Les Britanniques ont engagé le projet Tempest avec les Italiens et les Suédois. Nous avons le projet FCAS, Future Combat Aircraft System, avec les Allemands et les Espagnols. Nous sommes l'un et l'autre en phase de conception. Je pense que dans les années qui viennent, les choses pourront peut-être évoluer. En tout cas, je dirais que de notre côté, me semble-t-il, la porte est ouverte. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous pouvons un jour rapprocher les deux projets d'avions de combat qui existent aujourd'hui à l'échelle européenne, ce sera quand même une bonne chose pour tous. On n'y arrive jamais, Joël Barre. On n'y est pas parvenu la fois dernière. Est-ce que finalement, on va se parler franchement, est-ce que c'est vraiment embêtant ? Parce que quand on voit le parcours de l'Eurofighter d'un côté et du Rafale, de Dassault Aviation de l'autre, est-ce que finalement le Rafale s'en est assez bien sorti ? Est-ce que ça a été un drame qu'il y ait deux avions européens ? Non, à ce stade, effectivement, le Rafale s'en sort très bien. Il a eu des succès à l'exportation. J'espère qu'il en aura d'autres. Il en a eu un récemment en Grèce, vous le savez, donc qui a été un bon succès. Ceci étant, je pense quand même que les choses évoluent. D'une part, il faut construire l'Europe de la défense. L'Europe de l'armement, c'est évidemment une déclinaison de l'Europe de la défense. Les systèmes de combat, les systèmes d'armes sont de plus en plus complexes, donc de plus en plus chers, de plus en plus lourds et difficiles à développer. Donc je crois que la sécurité de notre pays, la défense de la France repose quand même sur cette stratégie de coopération que le président Macron et le gouvernement nous a demandé d'impulser dès 2017. Et j'imagine que la DGA se projette à fond vers l'espace. On voit bien qu'aujourd'hui, la nouvelle conquête spatiale est lancée. L'armée française a désormais une branche spatiale. Est-ce que vous avez du coup réorienté massivement vos programmes de recherche, de financement de l'innovation et de développement industriel vers l'espace, la défense contre les satellites hostiles, peut-être la conquête de nouveaux systèmes d'armement spatiaux ? Dans le domaine du spatial militaire, la France a été pionnière. Nous avons commencé, quand je dis nous, notre pays, nous avons commencé à investir dans le spatial militaire dès les années 80, dans le domaine des télécommunications, puis dès les années 90 dans le domaine de l'observation de la Terre, c'est-à-dire de l'imagerie par satellite, et nous avons continué de la sorte jusqu'à aujourd'hui, en renouvelant au fur et à mesure des décennies les différentes générations de ces satellites. Sauf que maintenant, il y a plus d'agressivité dans l'espace. Exactement. Et donc nous complétons désormais cette stratégie, disons, de nous doter, qui consiste à nous doter des capacités de télécommunication, d'observation, de navigation par satellite, d'une capacité de protection et de surveillance de l'espace. Donc nous avons introduit l'année dernière, sous l'impulsion de notre ministre des Armées, Florence Parly, nous avons introduit un nouveau programme de défense spatiale qui s'appelle ARES,
pour Action et Résilience dans l'espace, et qui consiste effectivement à nous doter de moyens de surveillance, donc de connaissance de la situation spatiale, et puis de moyens d'observation et d'action de cette situation. De défense aussi, contre d'éventuels satellites ennemis, d'attaque aussi ou pas? Quand je dis action, ce sera la défense. Ce sera la défense. Il n'est pas question que nous attaquions. D'ailleurs, il y a un droit international qui fait de l'espace un domaine qui est libre d'utilisation, donc qui interdit le conflit dans l'espace sur la base d'une attaque. Mais il faut quand même se doter des défenses nécessaires face à ce qui pourrait être une agression de la part d'un ennemi. L'année 2020 et la crise que nous avons malheureusement subie a, je pense, fait prendre conscience encore plus du rôle de la Direction générale de l'armement, du rôle des budgets militaires dans le soutien de notre industrie. On l'a vu avec Airbus, dont on recevait le patron il y a quelques semaines, combien ces résultats 2020 peuvent dire merci aux contrats d'armement, notamment les résultats d'exploitation, parce qu'évidemment l'aviation civile a été fortement frappée. Ce rôle en fait de contrepoids, ça vaut aussi pour les PME. J'ai vu que dans la loi de programmation militaire 2019-2025, sont près de 40 milliards d'euros qui sont à destination des PME. 23 000 PME et ETI françaises vivent en partie des budgets militaires. Oui, je dirais que la loi de programmation militaire 19-25 que nous sommes en train de mettre en œuvre est déjà en soi un plan de relance, enfin contribue à la relance de notre économie, puisque c'est une augmentation significative de notre budget de la défense que nous avons dont nous bénéficions depuis 2018. Et évidemment, cette augmentation porte sur les crédits d'investissement que nous, DGA, nous gérons. Ensuite, effectivement, nous avons veillé pendant en particulier l'année 2020, nous avons veillé à ce que l'ensemble de nos entreprises puissent être soutenues face à la crise sanitaire qui a introduit évidemment du côté du domaine civil et commercial des conséquences parfois dramatiques. Ça veut dire que vous avez accéléré parfois certains programmes? Alors nous avons accéléré des paiements pour faciliter la trésorerie d'un certain nombre d'entreprises. Nous avons accéléré des commandes pour leur assurer un plan de charge suffisant, effectivement. Et nous avons mis en place toute une équipe de cartographie de l'ensemble du tissu industriel qui constitue notre base industrielle et technologique pour nous assurer qu'effectivement tout le monde pourrait survivre à cette crise sanitaire et à ses effets commerciaux de manière aussi efficace que possible. Néanmoins, j'ai une inquiétude qui s'exprime sur ce plateau quand on reçoit par exemple des représentants des PME ou de TI, de ce qu'on peut appeler la Defense Tech, l'industrie de la défense française, sur cette idée de souveraineté et surtout du rôle de plus en plus présent de l'État pour interdire les rachats de pépites françaises dans le domaine de l'armement. Certains patrons, certains venture capitalistes, aussi d'investisseurs, de private equity, me disent attention, parce que en interdisant des rachats par des étrangers, on diminue la valeur de nos entreprises et on dissuade les investisseurs à aller investir dans les entreprises françaises d'armement, justement, ou les entreprises qui ont partiellement des contrats avec les militaires. Écoutez, nous voulons, depuis le général de Gaulle qui a créé la DGA, vous le savez, il y a maintenant 60 ans, c'est bien pour ça que je suis là probablement. 60 ans, effectivement, 1er avril. Nous voulons une défense de notre pays qui soit indépendante, qui soit souveraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de doter nos armées de l'autonomie d'action et notre gouvernement. L'autonomie d'action et de décision et de la supériorité opérationnelle, donc de la supériorité technologique dont elle a besoin pour faire face à nos ennemis. Pour cela, il nous faut quoi? Il nous faut un investissement, j'ai parlé de la loi de programmation militaire, avec l'augmentation significative de ces crédits, et puis il nous faut une base industrielle et technologique indépendante. Donc effectivement, il nous faut une réglementation qui soumet les investissements étrangers à un certain nombre de règles. Donc quand nous estimons que l'indépendance peut être mise en cause, eh bien là, nous appliquons cette réglementation qui existe, qui est la réglementation qui régule les investissements étrangers en France. Oui, mais Joël Barre, dans le domaine de l'économie, c'est de plus en plus vrai en même temps dans le domaine de la défense, on le voit bien de l'espace aux États-Unis, ce sont les investisseurs privés qui ont l'argent et qui permettent à des technologies d'aboutir. Or, en disant, attention, moi, l'État français, j'interdirais tel ou tel investisseur étranger de prendre des parts dans des entreprises françaises, vous risquez de dissuader l'argent privé d'aller dans cette industrie. Oui, mais sauf que nous mettons quand même de l'argent public. Oui. Vous dites, nous avons 25 milliards d'investissements publics annuels dans les dépenses de défense. Est-ce que vous faites le poids par rapport à l'investissement privé potentiel? Regardez aux États-Unis, la NASA qui délègue maintenant à SpaceX, par exemple. La NASA délègue à SpaceX en finançant SpaceX. En finançant SpaceX, vous savez très bien que SpaceX et Elon Musk bénéficient des crédits de la NASA qui sont des crédits publics. Donc la NASA achète à SpaceX ce qu'avant elle achetait à Boeing, à Lockheed ou à d'autres.
Donc c'est toujours de l'argent public. Certes, Elon Musk a pris ses propres risques, il a construit sa société, il l'a développée, il a pris ses risques lui-même, mais il a bénéficié d'un très fort soutien de l'argent public américain. Est-ce que vous avez des acteurs privés, Airbus par exemple, suffisamment forts aujourd'hui pour effectivement vous permettre, vous, militaires, d'avoir les technologies dont vous avez besoin ? Vous l'avez dit tout à l'heure, plus les actions privées seront duo, c'est-à-dire effectivement marche sur deux jambes, une jambe civile et commerciale d'un côté, une jambe défense de l'autre, mieux ils se porteront et plus forts ils seront pour le plus grand bénéfice et de notre économie et de notre défense. Et pour l'instant, cet équilibre, pour vous, le compte y est ? Oui. Oui. On n'a pas à rougir des Américains. On n'est pas non plus à la même échelle. Vous connaissez le budget de défense américain, 700 milliards de dollars. Bon, nous n'en sommes pas là. Il faut se placer à l'échelle européenne et ça rejoint la question que vous avez évoquée tout à l'heure. Il faut absolument coopérer à l'échelle européenne pour effectivement faire le poids face aux puissances d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, Joël Bard, délégué général pour l'armement, d'avoir été l'invité ce matin de Good Morning Business. Et on pense évidemment aux 22 000 ou 23 000 PME et ETI françaises qui sont concernées par ces budgets militaires pour leur croissance et leur développement.